Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir un expert mondialement reconnu dans le domaine de l'océanographie physique et du changement climatique, Alexandre Gadacho. Il est directeur de recherche à l'IRD au Lagos. Alexandre est un pionnier des projets transdisciplinaires dédiés au développement durable. Il a consacré sa carrière à comprendre les dynamiques complexes de nos océans et à traduire ses connaissances en actions concrètes pour les décideurs et les communautés les plus vulnérables face au changement climatique. Donc, avec plus de 2 décennies d'expérience, Alexandre a dirigé des initiatives de grande envergure telles que le projet PACPAC, conçu pour créer des trajectoires durables pour les communautés océaniques du Pacifique. Il a également mené des missions océanographiques audacieuses, totalisant plus de 210 jours de mer, explorant les courants profonds et les systèmes marins des régions les plus isolées de notre planète. Donc, formé à l'École supérieure d'électronique de l'Ouest, puis titulaire d'un doctorat en océanographie physique du prestigieux programme du MIT à Cambridge, il a travaillé dans des institutions de premier plan, allant de l'IRD à Nouméa, au Pacific Marine Environmental Laboratory à Seattle. Mais au-delà des chiffres et des publications, ce qui distingue Alexandre, c'est son approche holistique et inclusive de la science. Il place l'humain au cœur de la recherche, engageant les communautés locales dès les premières phases de ces projets pour garantir que les solutions développées soient non seulement pertinentes, mais aussi durables et adaptées aux réalités locales. Donc aujourd'hui, il vient partager avec nous sa vision d'un avenir plus résilient pour nos océans et les populations qui en dépendent. Merci Sylvie, merci pour cette introduction très impressionnante, avec beaucoup de superlatifs. J'espère que l'exposé va être à la hauteur, va être intéressant après tous ces jolis mots. Merci d'être venu. Donc, voilà, je voulais partager avec vous ce mot, la transdisciplinarité, puisque c'est un mot assez mystérieux, un gros mot qu'on entend partout. Et vous voyez ici une photo du chef Sana. J'aime bien ça pour parler de la transdisciplinarité. C'est un chef qui a accueilli un petit groupe de scientifiques en leur décrivant sa problématique avec l'érosion côtière, la plage qui se débine, les habitations, les inondations, la manière dont ils voyaient les choses, qui était évidemment différente de celle d'un océanographe physicien qui est en tête la montée des eaux, les calculs, les submersions, etc. Alors, juste quelques mots d'où je viens, puisque on va passer ensemble 45 minutes. Je suis physicien à la base, donc j'ai fait, comme le disait Sylvie, beaucoup de campagnes en mer au début. Dans les années 2000, avec quelques océanographes, on a identifié cette région entre l'Australie, la Nouvelle-Calédonie et les îles Salomon comme une région où il y avait peu de connaissances sur les courants. Et donc, on a lancé des expériences SPICE internationales coordonnées pour documenter tous ces courants. C'était absolument passionnant avec un groupe de collègues, dont certains sont ici. Merci à eux. Et voilà, donc on a documenté tout ça. Et un jour, en 2009, je devrais commencer par le début. C'est-à-dire que j'étais à l'époque affecté en Nouvelle-Calédonie et régulièrement, il y avait des sollicitations des gens, des médias, des décideurs qui venaient me poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un El Niño, il y a le changement climatique, il y a ceci, il y a cela, qu'est-ce que je devrais prendre comme décision, etc. Et moi, j'étais emmêlé dans mes courants, là, et ça me passait largement au-dessus de la tête. Et quelque part, j'étais frustré de ne pas pouvoir répondre à ces attentes, sachant que les réponses, elles n'étaient pas comme ça, quoi. Ça demandait d'investiguer, mais elles étaient possibles. Et puis, donc, il y a quelqu'un qui est venu frapper à ma porte, c'était quelqu'un de la communauté du Pacifique, pour me demander de participer à l'édition d'un livre que voilà sur la vulnérabilité des pêcheries au changement climatique dans les îles du Pacifique. La Commission du Pacifique, c'est une entité internationale qui a été créée par quasiment toutes les îles du Pacifique pour répondre à des questions décisionnelles comme quelle est la frontière, où se situe la frontière entre les eaux des différentes îles du Pacifique. Quand il y a une île toute seule et puis qu'il y a 200 000, il n'y a rien, 200 000 à la ronde, c'est facile, hein, c'est un cercle.
quand vous avez plein d'îles avec des rochers, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis la gestion des pêches. Vous avez des grosses pêcheries de thon. Les thons traversent naturellement les frontières. Ils se reproduisent dans des zones, ils grandissent dans d'autres. Ils sont pêchés un peu partout. Donc ils ont besoin d'éléments sur la gestion de ça. Et donc je me suis embarqué sur quelque chose qui me paraissait dans ma zone de confort, c'est-à-dire écrire une revue de la littérature sur l'état des connaissances sur la physique, donc avec d'autres collègues qui se chargeaient de chapitres sur les poissons, l'économie, etc. Et dans ce processus, au fait, il y avait des rendez-vous réguliers avec les ministères des pêches des îles du Pacifique, qui posaient des questions à la petite équipe scientifique. Qu'est-ce que vous savez sur ceci, sur cela? Et là aussi, c'était pas quelque chose qui était dans ma zone de confort. Mais de fil en aiguille, il y a eu des rendez-vous réguliers, comme ça. Et à la fin, au bout de 2 ans, le livre a été édité. Et en pratique, il a été co-construit avec les ministères des pêches, puisque à chaque rendez-vous, ils ont posé des questions. Donc, on a eu un langage commun. L'équipe scientifique a eu un langage commun avec le ministère des Pêches. Ça a permis de mieux comprendre leurs attentes. Et à chaque fois également, il y avait des informations qui allaient dans l'autre sens. Et donc, l'obligation pour les scientifiques de trouver la bonne information et le langage commun. Et le résultat, c'est que le livre, au lieu d'aller prendre la poussière sur des étagères avec comme un rapport de plus, il a été extrêmement utilisé. Il y a eu des livres par pays, par secteur, etc., qui ont été édités. C'était une première expérience jusqu'en 2012 sur la transdisciplinarité, même si le mot à l'époque, j'ai un pointeur, n'existait pas. Et puis après, pendant 5 ans, j'ai eu une grosse distraction puisque j'étais directeur du Legos. Et ensuite, en 2020, à la fin de mon mandat, j'ai repris cette dimension de transdisciplinarité en proposant un projet avec un petit groupe de scientifiques, PACPAS, dont je vais parler. Donc Allemagne, Fiji et États-Unis. Avec donc des ateliers multi-acteurs et des projets multi-acteurs qui se déroulent en ce moment. L'objectif de ce moment, passé ensemble, c'est de partager avec vous sur les enjeux en Nouvelle-Calédonie et à Fidji, et également une vision sur cette approche transdisciplinaire, encore une fois en Océanie, parce que tout ce dont je vais parler là ne s'applique pas forcément à d'autres lieux, en tout cas ce ne sera pas de la même manière, et d'ouvrir des discussions. Donc, je vais vous parler des plages et des coraux, de la transdisciplinarité en tant que science, que méthode, de PACPAS et des projets SNE et des conclusions que j'ai pu en tirer. Le climat se réchauffe, vous le savez tous, l'océan se réchauffe et donc on a de plus en plus d'épisodes de canicules marines qui ont des effets désastreux, comme vous voyez ici, celles et ceux qui ont la chance d'avoir pu mettre le nez sous l'eau dans des régions avec des beaux coraux. Un magnifique récif en bonne santé. C'est une photo prise par une collègue de l'IRD à Nouméa d'ailleurs. Et puis un récif, lorsqu'il est blanchi, qui est blanchi récemment, c'est encore magnifique, mais rapidement, si la température ne descend pas, au bout de quelques jours, il peut mourir, il s'asphyxie, enfin, il s'affame, et devenir couvert d'algues et ressembler à, en tout cas pas un récif, mais pas un récif de corail, pardon, mais un récif lisse et peu intéressant pour les poissons. En tout cas. Et ces blanchissements ont lieu de plus en plus fréquemment. Ils sont de plus en plus massifs. Vous voyez ici cette carte, donc le pourcentage de blanchissement, avec énormément de blanchissement dans les Caraïbes. Et dans les Caraïbes, d'ailleurs, vous voyez ce type de coraux. Ici, ce sont des acroporas, des cornes de cerf aussi, branchues. Il n'y en a plus du tout dans les Caraïbes. Il y a également des gros blanchissements à côté de l'Australie, là, sur la grande barrière de corail. Et puis en Nouvelle-Calédonie, c'est bleu, il y a assez peu de blanchissement. Bon, ça arrive aussi. En 2016, il y a eu une grosse canicule, il y a eu 90% des récifs qui ont blanchi, des récifs surveillés qui ont blanchi, c'est beaucoup. Par contre, ils ont rapidement repris vie parce que la température a baissé.
les courants océaniques font que ça peut refroidir plus vite. Donc, so far, so good pour la Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, lors de cet épisode, il y a eu 20% des récifs qui sont morts. Perte nette. L'autre problématique qui est cruciale pour les îles du Pacifique, c'est évidemment la montée du niveau de la mer, les phénomènes de submersion et d'érosion. Donc, ce sont des épisodes qui peuvent être assez complexes à comprendre, puisqu'il y a beaucoup de facteurs. Vous voyez ici un phénomène de submersion qui est juste devant le centre IRD de Nouméa, où je travaillais, avec des paillotes d'ailleurs qui ont disparu depuis. Alors, une petite digression, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Quand on parle de changement climatique, des problèmes que j'ai évoqués et d'autres, je dirais que c'est hégémonique. Et puis c'est gênant, parce qu'au bout d'un moment, les gens, que ce soit les collectivités, les amis, la famille, tout le monde en a fait l'expérience certainement, et ils veulent plus trop vous entendre parler de mauvaises nouvelles. Et la devise Shadok, j'aime bien m'y référer, c'est que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils ne veulent pas entendre les problèmes s'ils n'ont pas la sensation de pouvoir faire quelque chose, d'avoir des leviers d'action. C'est bien joli de parler des problèmes. Donc on se retrouve avec des conversations, soit en élo offusqué du canapé. Voilà, bon, ça, au bout d'un moment, on sans beaucoup de capacité d'action. On a affaire à des conversations avec des négationnistes, c'est intéressant aussi. Mais surtout, on a des gestionnaires et des populations qui sont un peu désemparées. Quand on parle de canicule marine, comme tout à l'heure, on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a rien pour refroidir l'océan, effectivement. Et puis, on a des décisions complètement découplées de ce que la science recommande, enfin ce qu'on peut déduire de la science, et avec des subventions énormes au pétrole et au gaz, à la viande, des gains énormes des compagnies pétrolières. Dans le même moment, le gaz carbonique continue d'augmenter gaiement, et la température de l'océan continue d'augmenter également. Vous voyez cette courbe ici, donc ça c'est la température moyenne de l'ensemble des océans, et vous avez des variations entre janvier, c'est saisonnier, donc entre janvier et décembre, chaque fil ici représente une année. Vous voyez le groupement, là, toutes les nouilles, les spaghettis, ce sont l'ensemble des années depuis 1984, et en 2024, on est largement au-dessus. 2025, on est encore bien au-dessus. Donc ça continue. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que scientifique? Alors, on se pose des questions, bien sûr. Il y en a qui plaquent tout et qui vont sur des actions militantes. Et bravo pour ça. Et donc, c'est pour ça que je voulais parler de transdisciplinarité, qui, j'espère vous avoir convaincu à la fin de cet exposé, est aussi une possibilité de levier d'action qu'on peut avoir en tant que scientifique. Donc la transdisciplinarité a été documentée dans la littérature, hein. Vous avez des publications, même des revues sur la transdisciplinarité, dans un aspect de durabilité, enfin, sous un angle de durabilité. Donc le concept, c'est de partir d'un problème pertinent pour la société, au moins de trouver une connexion de pertinence, de générer une connaissance en soutien à l'action, de rester interactif entre la science et la société, et d'intégrer les perspectives, les valeurs et les types de connaissances de chacun, comme mes ministres des Pêches tout à l'heure avaient leur connaissance du terrain, et les experts en climat ou en halieutique, en thon, avaient leur connaissance des processus. La première phase, voilà, c'est décomposé en 3 phases. La première phase, c'est la définition conjointe du problème et la mise en place d'une équipe. Et sur la droite, vous avez une équipe scientifique qui va avoir son propre vocabulaire, qui va parler souvent d'incertitudes, de méthodes qu'on vient de développer, qui va avoir chacun sa vision, son background disciplinaire, et puis qui aime bien la généralisation, puisque quand on a des résultats scientifiques, on aime bien qu'ils soient généralisables pour le public.
Et le problème sociétal spécifique à l'acteur, ça peut être un adjoint au maire, il a des décisions à prendre tous les jours, donc il va falloir qu'il voit comment ça va le servir dans ses décisions. La deuxième phase, c'est la co-création. Donc ça, c'est le cœur de l'activité scientifique du projet, où on va avoir sans cesse un discours scientifique, académique, ou non académique scientifique, et puis un discours sociétal avec les institutions, les ONG, les médias, les associations, et une co-création de connaissances avec donc des interactions régulières. Et enfin, la partie résultats scientifiquement pertinents, donc génériques, avec des innovations, des nouvelles questions, et les résultats utilisables pour les décideurs, pour mettre au point leur stratégie, pour mettre en place de nouveaux concepts, des mesures, des prototypes, etc. Et donc, une des clés, c'est vraiment l'échange régulier à toutes les étapes. Un petit peu en contraste avec un cahier des charges qu'on rédigerait au début, et puis 2 ans plus tard, on vient avec nos résultats de recherche. Puisque le modèle, en fait, dans beaucoup de cas, ne marche pas, enfin, n'est pas rentable. Parce que les décideurs, ils ont pris des décisions tous les jours pendant 2 ans. Donc, ils n'ont pas attendu, ça devient obsolète quand ça arrive. Et c'est une des motivations exprimées par nos tutelles, je pense que vous avez tous entendu les messages, également par la décennie, par les Nations Unies, à travers, en ce qui concerne l'océanographie, la décennie des Nations Unies, où l'idée, en suivant l'objectif de développement durable 14, c'est de conserver et d'utiliser durablement l'océan. Vous voyez la notion de conserver et d'utiliser. Et puis pour créer cet océan dont on a besoin pour le futur que l'on souhaite, la décennie vraiment formule le fait qu'il faut impliquer tous ceux qui peuvent être les acteurs d'un changement, et donc bien au-delà de la communauté scientifique. Et le Forum de Belmont, qui est une association d'État qui a décidé de se réunir pour financer des projets qui vont être transformants pour les objectifs de développement durable. Et c'est ça qui m'amène au projet PACPAS, donc qui a été soumis et financé par le Forum de Belmont, avec les collègues de l'Université du Pacifique Sud, basée essentiellement à Fidji, de la communauté du Pacifique dont je parlais à propos du livre sur la vulnérabilité, basée en Nouvelle-Calédonie et à Fidji, de Mercator Océan, notre voisin, de l'Université du Maryland et du GERIC en Allemagne. Et de Mathilde Landemar, qui est notre VSC du Legos, qui a été vraiment une actrice déterminante dans tout le fil du projet. Pour ce projet, on est parti de 3 thèmes qui semblaient pertinents à l'équipe scientifique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de parties prenantes, si ce n'est l'Université du Pacifique Sud qui connaissait bien son terrain, mais ça reste un monde académique. Donc on est parti de ces thèmes: érosion côtière et montée des eaux, acidification et désoxygénation des océans, j'y reviendrai, et les vagues de chaleur marine, j'y reviendrai aussi. Le point de départ, donc l'idée c'était de construire des projets de recherche au service de trajectoires de développement durable. Alors les questions sont assez générales, celles que j'ai notées avant. La deuxième phase, c'est qui doit être autour de la table. Ça, c'est la stratégie des parties prenantes, qui on va convier, puisqu'il y a une possibilité qui est souvent utilisée, c'est-à-dire qu'on travaille avec la même partie prenante. Je sais pas, vous travaillez avec l'ADEME sur un problème, vous avez vos contacts à l'ADEME, donc voilà, ça marche, les projets avancent. Et là, l'idée, c'est de vraiment faire une revue de tous les acteurs concernés par une question assez large, et puis après de sélectionner quels acteurs doivent être ici, de par leur intérêt, de par le fait qu'ils soient impactés, et de par leur pouvoir transformant ensuite pour utiliser les résultats de la recherche et mettre en place des actions. La troisième phase, c'est quelles sont les valeurs, les menaces et les indicateurs autour de ces questions. De produire des cartes socio-environnementales
tout ça, je vais le décrire par la suite. C'est un petit peu le plan des diapos qui viennent, et de produire des projets effectifs pour répondre à ces questions. Donc, PACPAS, vous voyez les logos des différents sponsors et comment, partenaires. Voilà. Et puis, ces petits poissons, c'est un petit peu une visualisation de la co-construction. Également, oui, comme tout projet, comme toute action, mais comme tout projet, il y a un impact carbone. Le plus facile à estimer, c'est les réunions qu'on fait. On fait venir des gens en avion. On en est conscient, on fait attention. Et donc, j'étais très content de confier une association au Camana de sensibilisation à l'environnement, mais également qui plante des arbres. Donc, on a calculé combien de CO2 on a émis. On leur a demandé de planter des arbres. Bon, on sait que ça ne sert à rien, mais déjà, ça permet de comptabiliser, de sensibiliser. Et puis c'est sympa. Maintenant, il y a des petites forêts. Donc, PACPAS, ça a été 2 ateliers de travail. Un en Nouvelle-Calédonie. Là, c'est la grande salle de la communauté du Pacifique. Vous voyez que j'avais commencé à travailler sur la vulnérabilité des pêcheries 10 ans plus tôt, avec interprétation simultanée, micro, et puis normalement, il y a les drapeaux avec chaque pays. C'est très, très formel. Et puis un deuxième atelier accueilli à l'Université du Pacifique Sud avec les partenaires fidjiens. Donc, on a produit ces cartes socio-environnementales. Alors, c'est ce que je vais détailler dans les minutes qui viennent. Alors, ça ressemble à ça en final. C'est pas un gros livre, c'est une petite brochure. Donc, la première phase, c'est de rassembler les parties prenantes, ce que je décrivais à l'instant. Pour ça, donc on part de la problématique générale. Par exemple, vous regardez le niveau de la mer, l'érosion côtière. Ça fait appel à des notions d'habitabilité, de moyens de subsistance, de patrimoine culturel, de ressources et d'économie. Donc, c'est les questions qu'on se pose, qui est concerné, et également quelles sciences vont être pertinentes pour répondre aux questions qu'on pose. Donc, pour la Nouvelle-Calédonie, les parties prenantes, vous aviez le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les provinces, c'est l'équivalent de nos régions, les autorités municipales, les scientifiques bien sûr, des associations, des ONG et les autorités coutumières qui étaient réunies, qu'on a contactées. Voilà. Et on a eu un collectif de participants avec une répartition suivant ses fonctions. La deuxième phase de l'atelier, donc une fois que les parties prenantes sont réunies, c'est de poser un cadre. Et là, ça a été fait avec un jeu sérieux. Et l'objectif, c'était déjà de créer une dynamique relationnelle pour des participants qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, des gens qui vont être plutôt intéressés par le développement de l'économie, d'autres par la préservation de l'environnement, etc. Et donc, ces gens-là, les participants, devaient gérer un bassin versant. C'est une simulation, un jeu avec des dés et des décisions à prendre, et ils avaient une fonction. Là, c'est une représentante du secteur de l'économie. Vous avez une représentante de l'association de défense de l'environnement, un autre pour le patrimoine culturel, etc. À cela, après que la fonction était donnée par le jeu, et il y avait nécessairement un décalage entre leur fonction réelle et la fonction dans le jeu. Donc ça permettait de comprendre que chacun avait des contraintes quand il prenait des décisions, également une vision, et également le jeu est fait pour qu'on voit que si chacun prend ses décisions juste pour son intérêt de son ministère, ça marche beaucoup moins bien que quand on prend des décisions tous ensemble pour gérer le bassin versant. Et ça permet, après 1h30, non seulement d'avoir tout le monde dans la bonne humeur, et également de comprendre beaucoup mieux qu'on a des intérêts différents, mais qu'on veut converger vers des objectifs communs. La troisième partie, c'est d'identifier les enjeux et menaces. Donc, partager, s'accorder, qu'est-ce qu'on souhaite pour notre territoire, pour le futur. Et là, chacun a des perceptions et des compréhensions différentes. Mais ce qui est un peu magique, c'est que, en fait, quand on demande aux participants, aux parties prenantes, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour la suite,
il y a beaucoup de convergence. Si on demande à des gens qu'est-ce qu'il faudrait faire, il y a beaucoup moins de convergence, mais qu'est-ce qu'ils souhaitent comme objectif? Il y a beaucoup de convergence. Il y a des défaut de convergence du respect pour les souhaits des autres. Définir les indicateurs, ces valeurs, comment on va, dans quels états elles sont, et évaluer ces indicateurs. Et là, c'est avec un genre de cartographie participative. Vous voyez une carte de la Nouvelle-Calédonie qui était vierge au départ, de Fidji, et les acteurs eux-mêmes, puisqu'ils sont des experts dans leur domaine, ont rempli ces cartes avec leur propre vision de comment il faut quantifier l'état des valeurs et des menaces sur ces régions. Et enfin, il y a une phase de création de contenu, quels exemples de problématiques on va mettre, quelles solutions on pourrait explorer. Donc ça donne cette carte socio-environnementale pour la Nouvelle-Calédonie, avec un petit schéma qui résume tous les processus et certaines valeurs qui ont été mises en avant. Alors il y a une valeur en Océanie qui est vraiment fondamentale, c'est cette connexion entre la terre, la mer et les peuples. Si les coraux vont mal, la population va mal, et vice-versa. Enfin, tout est connecté. Pas question de déconnecter le social, le culturel et l'écosystème. Là, c'est un résumé des principales valeurs qui sont ressorties, des premières. La résilience, les valeurs culturelles, la santé, la sécurité alimentaire, la biodiversité, la qualité de l'eau, la santé des récifs, des lagons, récifs et aires marines protégés. Vous voyez, en second, il y a valeurs culturelles. C'est hyper important. Et puis, qu'est-ce qui menace ces valeurs? La pollution, l'érosion, la perte des ressources et pratiques culturelles à nouveau, la gestion défaillante, la perte de biodiversité, la surpêche. Donc, quelque part, vous auriez pu en deviner une partie, mais l'ordre de priorité, les valeurs les plus prioritaires, on ne pouvait pas les inventer, et le fait que ce soit porté par un ensemble de parties prenantes qui souhaitent ensuite avoir des actions pour préserver ces valeurs, c'est vraiment la clé de cette entreprise. Donc à partir de cela, les graphistes de l'équipe ont développé, ont fait une synthèse de toutes les valeurs et les indicateurs. Donc ils ont rassemblé ça, elles ont rassemblé ça sous forme d'indicateurs comme ça, sur la biodiversité, sur le développement côtier, l'érosion côtière, la sécurité alimentaire, la surpêche, la pollution et les savoirs traditionnels locaux qui se réfèrent aux valeurs culturelles. Et elles ont, enfin ils, donc c'était plusieurs, réalisé une carte qui, pour la Nouvelle-Calédonie, avec un petit code couleur assez simple, vert, jaune, rouge, montre l'état des valeurs, enfin résume l'état des valeurs qui a été estimé par les participants. Et ce type de carte est extrêmement fort, en fait, le simple fait d'avoir du vert, du jaune et du rouge, pour les gestionnaires, parce que si on voit du rouge dans sa zone d'action, c'est un voyant rouge, quoi. Ça permet de déclencher des actions, ça affecte. Et également pour, comment dire, ça peut à la fois servir les projets scientifiques qui vont dire, ben voilà, on a identifié ça, ça et ça avec un tel et un tel, mais également les différents gestionnaires à différents niveaux de gouvernance qui vont pouvoir avoir des financements ou mettre en place des projets en s'appuyant au départ sur ce constat. Voilà, donc ça c'est la carte environnementale pour la Nouvelle-Calédonie qui donc représente une vision à un instant donné de différents experts, une variété d'experts. À Fidji, nous avons renouvelé l'exercice. Là aussi, on a cette continuité entre l'humain et l'endroit, cette connexion, et une nouvelle valeur, la gouvernance, puisque les parties prenantes de Fidji ont vraiment exprimé leur inquiétude quant à la manière dont étaient prises les décisions et leur inadéquation avec les vrais besoins des populations. Il y a tout un travail sur la gouvernance à faire là. Et les valeurs et indicateurs, la gouvernance, donc traditionnelle, politique publique, recherche et innovation,
les communautés, tout ce qui est éducation, résilience, protection, prévention, la partie pollution, les menaces naturelles, cyclones, érosion, santé des récifs. Il y a encore les marques d'un gros cyclone qui a eu lieu en 2015 à Fidji, qui a vraiment tout dévasté. Et puis les ressources naturelles, on retrouve la pêche et la biodiversité. Et là, donc je le fais en plus court, mais pareil, les graphistes ont résumé les différentes valeurs exprimées par les experts réunis sur différentes régions. Donc vous avez les 2 îles de Fidji, les 2 îles principales, Viti Levu et Vanua Levu, sous forme d'une tarte comme ça, avec les différents voyants pour les différents indicateurs qui ont été mis en place. C'était nos 2 cartes socio-environnementales. Je vous disais ça tout à l'heure, hein, c'est une évaluation qualitative et destinée à soutenir les actions. Alors, on est là dans notre processus transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a pu définir conjointement ce qui était important, qu'est-ce qui était prioritaire. Ça a été publié dans un petit article. Et oui, dans toutes ces opérations, on a impliqué beaucoup d'étudiants d'Océanie et d'Europe, et ils ont été extraordinaires par l'énergie qu'ils insufflaient, la volonté d'action, l'aspect positif vis-à-vis de questions qui sont un peu lourdes. Et une partie de ces étudiants va continuer dans la recherche, une autre partie en Océanie notamment va occuper des postes décisionnels justement dans les directions de leur pays, dans les associations, dans les ONG, etc. Donc maintenant, comment on fait à partir de là pour aller vers des projets de recherche? Je vais vous parler de 2 petits projets, un sur les leviers d'action et le deuxième sur les canicules marines qui s'appelle MAIWA. Donc là, on est là, hein, co-création de connaissances orientée, solutions et transférables. Alors pour ça, on avait commencé avec, juste après les ateliers de travail, à faire des retraites d'écriture pour identifier les intérêts et les acteurs potentiels et renforcer, amener les étudiants dans les phases du projet, prochaine phase. Et vous voyez, les 3 priorités qui ont émergé, c'est les habitats marins et côtiers, l'érosion côtière et la submersion et la gouvernance. Si vous vous souvenez des thèmes sur lesquels on était parti en tant qu'équipe scientifique, à partir des objectifs de développement durable et tout, vous aviez l'érosion côtière et la submersion, vous aviez les canicules marines, la désoxygénation et l'acidification. Et là, ils n'y sont plus du tout. Pourquoi? Parce que si vous parlez au maire d'une petite île de la désoxygénation, ça lui passe mais largement au-dessus de la tête. C'est pas du tout son problème, ni l'acidification. Par contre, ils ont exprimé ça de cette manière. Lui, ce qu'il veut, c'est que sa population soit nourrie maintenant et dans le futur. Donc après, c'est l'équipe scientifique qui se débrouille parce qu'il y a un lien évidemment avec la désoxygénation, l'acidification, etc. Et puis la gouvernance. Alors la gouvernance, j'en parlerai pas plus parce que évidemment c'est super intéressant, c'est là où sont les leviers d'action, mais il n'y a pas eu encore d'équipe de recherche qui a émergé là-dessus. Alors, la première petite étude qui a eu lieu avec 2 étudiantes allemandes, Marianne et Lily, ça a été de comprendre une perception sur l'île d'Ouvéa, qui est un petit atoll qui fait en moyenne l'élévation c'est de 2 mètres, pas très haut au-dessus de l'océan, qui a analysé les leviers d'action pour faire face aux défis de durabilité autour de l'érosion côtière et de la santé des récifs. C'est des questions assez larges au départ. Les leviers d'action, c'est un peu comme son nom l'indique, dans un système complexe, qu'est-ce qui va permettre de changer les choses? Qu'est-ce qui influe quoi? Qu'est-ce qui va permettre de changer les choses? Donc là, elles sont parties d'une grosse revue de la littérature, comme les physiciens, que les sciences sociales savent bien faire, parce qu'ils sont partis, ils ont sélectionné 700 articles au début, puis après ils sont descendus, etc. Ils sont partis des résultats des ateliers de travail, et elles ont priorisé 8 leviers d'action, je vais les détailler, et ensuite elles ont réalisé des entretiens à différentes échelles justement
de population et de gouvernance. À Ouvéa, sur l'île d'Ouvéa, les gens de la province des îles Loyauté, du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de la région du Pacifique Sud. Donc ces leviers d'action pour la durabilité, ça c'est une théorie plus générale, il y a des paramètres de la rétroaction, de la conception, de l'intention. Et vous voyez, plus on va vers la droite, plus on a de force pour générer des actions. Donc les paramètres, ça va être des choses qui peuvent être changées un peu mécaniquement. Si vous mettez une réglementation interdisant de pêcher, par exemple, ça va. Non, enfin, c'est pas un bon exemple. Mon exemple, c'était, oui, si vous faites un mur pour protéger votre côte, ben ça va avoir un effet tout de suite, peut-être pas très longtemps, mais c'est un paramètre. Qu'on pense, si vous donnez de l'argent parce que les gens ont perdu leur maison, qui s'est débiné avec les vagues, c'est aussi un paramètre. Donc ça, ce sont des leviers d'action qui ont été identifiés sur l'île, enfin dans le cadre de cette étude, donc dans le Pacifique et sur l'île d'Ouvéa. La partie rétroaction, donc un peu plus, alors, ah bah tiens, ça y est. La partie rétroaction, ça consiste à comprendre les relations entre les paramètres. Typiquement, comment ça fonctionne tout ça. Et c'est là qu'intervient la science et également la compréhension du système. La conception, ça va être plus des problématiques de gouvernance, qui décide quoi, pour qui, etc. Donc là, il va y avoir la réglementation, des mesures de protection, des visions sur l'équité des genres et l'inclusion sociale, puisque ça revient à, enfin, ça peut être compris comme qui décide quoi et qui est acteur de quoi. Et puis l'éducation, la sensibilisation des populations aux enjeux, à leurs propres enjeux. Et le paramètre le plus fort, le plus effectif, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'on souhaite, au fait? Qu'est-ce qu'on souhaite comme futur? À OVA, je vous le donne un exemple très, très simplifié. Est-ce qu'on souhaite faire un nouveau Dubaï avec vraiment un développement économique extraordinaire, ou est-ce qu'on souhaite garder une vie traditionnelle avec autant de poissons qu'on a besoin pour se nourrir, etc., mais pas trop de développement économique? Bon, évidemment, c'est une caricature extrême. Et là, dans les intentions, les leviers d'action qui ressortaient, c'était l'inclusion des connaissances locales et traditionnelles dans tous les processus de décision. Donc ces leviers d'action, Marianne et Lily l'ont utilisé, les ont analysés après leurs entretiens. Et ceux qui ressortent le plus, c'est l'intégration et la participation des locales, donc des institutions coutumières, des gens. C'est encore les valeurs traditionnelles dont on parlait au début. C'est l'éducation à la dimension environnementale et la recherche pour comprendre comment ça marche et prendre des bonnes décisions. Et j'ai oublié d'introduire le graphique. Donc là, c'est le potentiel de transformation de chaque levier d'action. Et plus on a des ronds gros et foncés, plus de personnes les ont mis en priorité haute. C'est ce que je résume ici. Et c'est un petit peu une surprise, par exemple, le fait que la compensation financière, c'est pas forcément le meilleur levier d'action, en tout cas dans la perception des gens. Oui, je ne suis pas sûr de bien comprendre le diagramme. Par exemple, l'infrastructure, l'eau, avec plein de réponses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'infrastructure n'a pas beaucoup de potentiel de transformation, c'est ça? Oui, voilà. Ah, d'accord. Lorsqu'on met, alors c'est particulier dans une petite île comme OVA, mais beaucoup de gens ont mis des renforts devant leur maison. Voilà. Comme je pense chacun de nous le ferait peut-être s'il voyait que l'océan grignote. Mais en pratique, ça a été assez mal apprécié. Et même les renforts qui ont été installés par les autorités ou par des financements extérieurs, quelques années plus tard, on se rend compte que ça fait des dégâts à côté, ou même c'est cassé, et donc tout est à recommencer. Et ça n'a pas été un levier d'action très efficace. Voilà, c'est bon.
Donc voilà, c'était la parenthèse sur les leviers d'action. You are currently the only person in this conference. De plus en plus omniprésent, sachant que le mot lui-même n'existait pas jusqu'en 2013. Ça a été inventé lorsqu'on a constaté les premières canicules marines. Vous avez peut-être remarqué, j'utilise canicule marine et pas vague de chaleur marine. C'était le vocabulaire de départ. Parce que quand j'ai commencé à en parler en Océanie, en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est francophone, les gens, je me suis rendu compte que les gens pensaient à un tsunami d'eau chaude. Ce n'est pas tout à fait l'idée. C'est vraiment l'océan qui est chaud. Donc c'est un projet qui est porté au Légos par ma collègue Sophie Cravatte, Catherine Sabino qui est anthropologue et Guillaume Mita qui est Ifremer et qui est écologue. L'idée de ce projet, donc, c'est de créer un You are currently the only person in this conference. Ensuite, d'avoir une sensibilisation générale au risque de canicule marine, de prendre connaissance des actions possibles, puisqu'il y a des actions qui sont mises en place dans le monde entier, donc autant les connaître à partir de rien, d'engager dans une réflexion collective et d'établir les bases d'une gestion en cas de canicule. Tout cela pour servir les populations à la base, mais également pour la partie scientifique, pour voir comment orienter les recherches ou la communication des résultats des recherches pour que ça puisse servir cette volonté. Donc avec Sophie Cravatte, que beaucoup d'entre vous connaissent, nous allons résumer l'état des connaissances très rapidement sur les canicules marines, de manière très synthétique, aux décideurs qui étaient avec nous. Et voilà, et à partir également des inputs de tous les participants scientifiques au projet. Ensuite, il y a eu un bulletin d'annonce d'une canicule marine. Donc on avait tous nos parties prenantes autour de la table. Et il y a ce bulletin qui est arrivé, qui a été simulé par Quentin Comassoli, qui est un volontaire du service civique au Légos et à Nouméa. Donc, qui nous annonce qu'il y a une grosse canicule qui arrive et avec des impacts sur les poissons, sur les coraux, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est la question qu'on a posée aux parties prenantes. Voilà, la canicule qui arrive. Vous êtes des experts de votre domaine. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous mettez en place? Et ça a commencé à bosser là-dessus. Et donc, ils ont généré un certain nombre d'idées. On a pu classer avec ces grandes catégories sur la pêche, l'aquaculture, la protection, la compréhension, la santé morale et l'alimentation, et le tourisme. Ensuite, on a travaillé sur des fiches actions. Donc là, elle est un peu petite, mais je vous décris rapidement avec un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas de canicule marine? Une partie, c'est de comprendre, donc de suivre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et une fiche, ça peut être de faire une surveillance aérienne, puisque on sait que les eaux sont assez chaudes, il peut y avoir des blanchissements, et donc, comment dire, ça peut être très étendu. Les blanchissements, c'est pas où ils peuvent avoir lieu, puisque ça va être différent suivant les récifs, l'environnement des courants océaniques, un petit peu plus froid, un petit peu plus chaud, la nature des coraux, des écosystèmes qui sont sur place. Donc on peut envoyer un avion. Donc l'action, ça va être envoyer l'avion de reconnaissance. Quel avion? Celui de l'armée française qui surveille régulièrement la zone. À quel moment on va le déclencher? Eh bien, lorsque des cartes comme celle-là nous disent là, il y a un fort risque que les coraux commencent à blanchir. À quel endroit une équipe sélectionne les endroits à surveiller en priorité.
qui pilote l'action, en l'occurrence ce serait la Marine nationale, qui est impactée, qui est informée, quels sont les freins à cette action, quels sont les leviers à cette action. Et c'est comme ça que les participants ont généré une quinzaine, en l'occurrence, de fiches actions qui va permettre, enfin, je vais détailler un petit peu les titres. Également, ils ont constitué une cellule de gestion qui vise à préparer, à anticiper et à gérer en cas de crise la canicule et toutes les actions que je vais montrer dans un instant. Donc les actions en communication, il y a une partie information, préparation. Enfin, comme c'est un tout petit point, c'est vrai qu'on ne le voit pas au début, on cherche. La sensibilisation aux canicules marines, l'anticipation des conséquences sur l'activité économique. La pêche, l'aquaculture, il y a beaucoup de crevettes, d'élevage de crevettes en Nouvelle-Calédonie, et si la température est trop élevée ou trop basse, les crevettes crèvent, c'est pas bon. Donc il faut s'adapter, il faut trouver comment préserver les stocks, adapter les pratiques de pêche côtière et récifo-lagonaire. Dans le Pacifique, il y a des poissons, ils peuvent contracter une maladie qui s'appelle la ciguatera en avalant des toxines, des ciguatoxines qui se développent par endroits, c'est des blooms. Et les canicules marines ne sont pas étrangères au développement. C'est pas hyper simple parce qu'il y a plein de sortes de toxines qui vont se développer différemment suivant les différents environnements. Et ça a été documenté que parfois il y a canicules marines, efflorescence d'algues toxiques et poissons empoisonnés au bout de quelques mois. Donc là, il faut le gérer également, parce que ça devient un gros problème de santé publique. Pour la pêche hauturière, il va falloir qu'ils se coordonnent. La préservation des coraux, la restauration des coraux, l'observation. Donc, ils ont souhaité créer un observatoire sur les canicules marines. Donc, état des lieux des connaissances, protocole suivi, documenter les impacts et conséquences, restituer et transformer les résultats auprès de la population, et toute la partie tourisme avec alerte et suivi, et la mise en place d'une approche une santé, une approche systémique. Et ça va servir de base pour la partie recherche du projet Maewa. Donc là, c'est quelque chose que la communauté scientifique connaît un peu mieux. Un projet de recherche avec des work packages, avec une partie plutôt physique, une partie biologique, une partie socio-économique, des outils d'aide à la décision et le test de solution. Et donc, les différentes composantes vont s'inspirer des besoins exprimés par les parties prenantes pour ensuite générer les recherches, les connaissances qui conviennent. Il y a, si je peux reculer, ouais. Et par exemple, quand on parle des freins et des leviers, si je vais prendre un exemple marron, il y a certains poissons sur les coraux qui viennent brouter les algues, les herbivores. En fait, ça soulage les coraux. Si vous n'avez plus ces poissons, ils se font envahir par des algues et déjà ils sont fragilisés par une canicule. Donc une solution, entre guillemets, une action, ça peut être d'interdire la pêche de ces poissons. Mais lorsque vous avez, et d'interdire, je vais prendre les deux, l'accès aux plongeurs, aux touristes, au récif. Donc si vous avez des opérateurs touristiques et des pêcheurs qui font de la pêche vivrière qui se nourrissent des poissons, et que vous leur interdisez de pêcher ou d'envoyer les touristes, ça va être compliqué, ils vont être des freins, l'activité économique s'arrête. Mais si il y a une anticipation, si ces personnes, elles étaient là, les personnes justement représentantes du tourisme et de la pêche, sont à bord du navire, comprennent les enjeux, s'accordent sur les valeurs, ils vont plutôt être des leviers, ils vont être moteurs, ils vont surveiller le récif, ils vont peut-être surveiller qu'il n'y a pas de pêche aux herbivores, parce qu'ils vont vraiment faire partie des personnes convaincues que si on veut avoir quelque chose de durable pour leur activité, il faut absolument mener ces actions. En parallèle, les structures gouvernementales peuvent travailler en amont en disant si on interdit la pêche, comment ils vont faire pour se nourrir ces gens-là, pour avoir un gagne-pain et puis les autres pour avoir des protéines. Donc c'est un peu la vision systémique qui devient super intéressante. Donc on était là, co-création de connaissances et puis réintégration et application. Voilà, c'est la dernière phase. Pour l'instant, qu'on n'a pas trop mise en place.
Voilà, j'ai fait le tour des principales idées que je voulais échanger et quelques conclusions que j'en tire avant la discussion. Déjà, la multidisciplinarité, donc au niveau académique. C'est intéressant parce qu'on a des langages différents et des visions différentes sur le processus de recherche. Au début, c'est déroutant. On parlait par exemple de service climatique. Un service climatique, je ne sais pas si je demande à Lionel par exemple, ça va être une prévision. Voilà, quelque chose qu'on va mettre sur Internet avec les cartes comme on a montré tout à l'heure. Bon, pour un anthropologue, pas du tout. C'est le service que le climat va rendre à un pêcheur. Il met la chose dans le sens. Et ben ce genre de choses, c'est le même langage, enfin c'est les mêmes mots pour différents concepts. Et ça, il y a énormément d'exemples comme ça. Donc c'est un peu cocasse. Au début, on se demande bien qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi on parle pas de la même, enfin on se rend pas compte qu'on parle pas de la même chose. Mais finalement, quand on arrive à communiquer, enfin outre ces différences de langage, c'est une énorme richesse. La transdisciplinarité, donc vous l'aurez compris, c'est différent de la vulgarisation, qui est essentiellement top-down. Hein, le scientifique transmet ses connaissances au pêcheur, qui doit les utiliser. Non, pas du tout. Ça va dans le sens. Le pêcheur transmet sa vision et ses connaissances également. Cette notion de stratégie de parties prenantes pour impliquer au maximum tous les gens, leur levier d'action. Et donc, c'est aussi une notion de gouvernance qui prend les décisions. Le serious game avec le rôle inversé, bon, j'en ai parlé, c'est révélateur et très utile. Les notions d'échelle de temps sont essentielles, ça j'en ai moins parlé. C'est un adjoint à une mairie qui nous disait, moi si la route s'écroule, il faut que je prenne les décisions le lendemain pour la remettre en route. Je ne vais pas attendre une étude longue étude. Effectivement, ils mettent des pierres partout et ils remettent. Par contre, pour être convaincant et avoir des éléments pour tracer la future route, là j'ai besoin d'éléments de décision à plus long terme. Et en même temps, dans le processus transdisciplinaire, dans la mesure où il y a échange régulier entre la communauté scientifique et les parties prenantes, même une décision pour le lendemain, la personne aura au moins bénéficié des échanges et des connaissances qui vont lui permettre de prendre une décision encore plus pertinente. Les mairies sont des acteurs clés en Océanie, je le précise. Ils sont vraiment entre les problématiques, la population, enfin, ils doivent résoudre les problèmes. Les priorités sont reformulées suivant les visions. Là, je vous ai dit, on est parti de la désoxygénation. Ce n'est pas du tout la priorité d'un responsable des structures de crevettes. Les politiques peuvent être engagées, mais indirectement. Les politiques, je les ai trouvées instables. Ils sont très difficiles à atteindre. Il faut passer par le criminel, machin, le truc. Il faut aller faire des conférences avec tout le Congrès. C'est des discussions qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Par contre, ils peuvent être engagés indirectement parce que si on a une bonne communication auprès des services, des populations, des associations, quelque part, on peut espérer que les politiques y suivent. Ils disent, oui, évidemment, il faut faire ça. Et en conclusion, la transdisciplinarité, c'est fastidieux à mettre en place. Tout ce dont j'ai parlé, ça demande beaucoup de temps passé, de compétences aussi, qu'on n'a pas forcément quand on est scientifique. Donc, il faut aller chercher, il faut embaucher des gens pour ça. Si on se met à faire tout seul ce que j'ai décrit, on va passer beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps à écrire des emails, beaucoup de temps en rendez-vous, et puis pas forcément avec l'organisation optimale et les outils optimaux. Les parties prenantes, c'est un peu difficile de les engager au début, parce qu'il faut comprendre leurs intérêts, et elles se méfient, c'est un peu une généralisation, mais j'ai perçu une méfiance de la communauté scientifique, parce qu'on est compliqué, on va parler d'incertitude, on ne va pas s'engager à dire c'est comme ça. Du coup, il risque de se ressortir d'une réunion avec une tête comme ça, sans plus du tout savoir quel est l'état des connaissances, mais plus de ce qu'il faudrait faire comme recherche, donc ça les aide pas beaucoup. Mais en tout cas, une fois qu'elles sont dedans, elles sont vraiment demandeuses du processus intégratif dans l'élaboration des sujets scientifiques. Et d'une manière générale, je trouve ça positif pour la recherche sur le climat et sur le vivant, cette approche, et qu'on puisse contribuer ainsi à des politiques de durabilité. Et je m'arrête là. Merci à vous.
Merci.